De retour dans l'Africa Newsroom, Jean-François Kandji-Combé, Jean-Marie Bitomo et Gracien Rukindi-Kiza, nos éditorialistes sont toujours avec nous. Et on va parler des flux financiers illicites. Le forum sur l'administration fiscale africaine en a fait son cheval de bataille en raison bien évidemment de son impact considérable sur le développement économique du continent africain. Entre janvier 2012 et juillet 2013, par exemple, le Nigeria a perdu 50 milliards de dollars. On fait le point avec ce sujet d'Aimé Makofi. Les flux financiers illicites, un manque à gagner pour les États africains. Pour illustrer le phénomène, le Forum sur l'administration fiscale africaine, ATAF, évoque un rapport dénommé Thabo Mbeki publié en février 2015. Selon le dit rapport, le continent perd chaque année 25 milliards de francs CFA, dont 35% dus à l'évasion et à la fraude fiscale attribuée aux multinationales. D'où une unicité d'action à travers cette conférence à laquelle on prépare une trentaine de pays africains. Après une telle conférence, la TAF va mener une étude qui sera basée sur les expériences de tous les pays intéressés à faire partie de cette étude. L'appel a également été lancé de créer une plateforme pour harmoniser, pour mettre ensemble les administrations fiscales et les douanes, spécialement pour ces administrations fiscales qui ne sont pas intégrées, pour créer cette plateforme et pour faciliter les échanges entre les deux, afin de faciliter les échanges d'informations et créer des bases de données communes pour faire face à ce fléau. Aujourd'hui, pour tous ces États, les défis sont pratiquement les mêmes. Il s'agit notamment de la fausse facturation qui gangrène les multinationales. L'Office togolais des recettes est en train de voir dans quelle mesure on peut avoir une discussion avec les entreprises pour voir le fait de se conformer par rapport au prix des transferts, quels sont les impacts sur leur économie afin de faire un ajustement pour permettre à ces entreprises aussi de jouer le rôle de transfert de prix. En dehors de ça, il y a aussi un défi au niveau des banques. Les banques et les administrations fiscales doivent travailler de pair, comme vous le savez. Les transferts qui se font doivent être tracés. Revoir la législation au niveau du secteur minier profiterait beaucoup au Togo comme à la plupart des États africains. Car selon le rapport Thabo Mbeki, ces 10 dernières années, environ 56% des transferts illicites proviennent du secteur extractif contre 3 à 4% dans les autres secteurs. On en a débattu en off, messieurs, les chiffres diffèrent selon les rapports publiés, selon les années. Une seule chose est sûre, en tout cas à Gracien, c'est que le manque à gagner est considérable pour le continent africain. Il est énorme, mais il faut le dire, chaque fois on a tendance à accuser les multinationales qui pillent l'Afrique, c'est vrai, ou d'autres sociétés étrangères, mais en réalité, la responsabilité se trouve chez nous. Parce que c'est l'État qui laisse ces multinationales. C'est l'État qui laisse. On ne peut pas dire que les contrats sont assez compliqués pour que nos États ou nos spécialistes n'arrivent pas à trouver des failles. On le voit. Mais cela est dû surtout à la corruption. L'argent qui part de l'Afrique, il y a une bonne partie des multinationales qui part à l'étranger, mais surtout pour financer certains de nos dirigeants. C'est-à-dire que cette façon de transfert illicite, une bonne partie se retrouve dans les banques étrangères des pays, que ce soit Suisse, Luxembourg, n'importe quel pays. Mais c'est toujours ces sociétés qui s'entendent avec les dirigeants. Donc, je peux dire que c'est surtout la corruption qui est dans ce domaine. Sinon, question de comptabilité, de voir comment est-ce qu'on peut surfacturer. N'importe quel professionnel, expert comptable pourrait voir comment ça se passe. Donc c'est vraiment la responsabilité d'abord de nous les Africains, mais ça saigne l'Afrique, l'Afrique perd beaucoup. Les gens, les dirigeants s'enrichissent, mais les peuples s'appauvrissent. Oui, Jean-François, on a tendance à taper sur les doigts de ces Occidentaux, de ces grandes multinationales qui viendraient piller le continent. Mais comme l'a très bien rappelé Gracien, elles le font parfois avec l'aval de nos États. Évidemment, elles le font avec la complicité, avec l'aval, la complicité de nos dirigeants. Mais moi, j'aurais tendance à taper sur les doigts des deux côtés. Mais je voudrais d'abord relever un paradoxe pour le continent. Le continent africain est sans doute le continent où les efforts pour la sécurisation des investissements, les efforts faits en matière de droit fiscal notamment, en matière de fiscalité, sont les plus importants. Dans n'importe quel... Pardon ? Au niveau des textes. Non, mais au niveau des textes, qui sont négociés notamment avec ces entreprises-là. Nous avons des allègements de charges fiscales. Nous avons des conditions assez exceptionnelles pour l'investissement
Ce qui veut dire que les entreprises ont moins à payer, notamment les entreprises qui sont dans le domaine des matières premières. Il suffit de regarder en Afrique, je vais regarder un tout petit peu en Afrique centrale, mais on se dit, mais rien ne peut entrer dans les caisses de l'État avec ce que nous avons. Mais même malgré cela, ils ne payent pas les impôts. Et ils détournent. Et ils détournent. Il y a là quelque chose qui est choquant. Qui est choquant, évidemment, de la responsabilité des uns et des autres. Mais dans ce reportage, ou dans cette évaluation-là, on ne compte pas non plus tout ce qui est exploité illicitement, qui ne rentre pas en ligne de compte, qu'on ne connaît pas officiellement, administrativement, qui n'est pas taxé. Mais l'Afrique est, comme disait tout à l'heure, et j'ai beaucoup aimé le mot, l'Afrique saigne, et avec des veines qui sont grosses comme ça. Donc nous saignons de notre sang, de notre énergie vers les autres continents qui se développent. Il faudrait peut-être que un jour on mette fin à ça et qu'on rompe avec ce cycle infernal. Jean-Marie, très très rapidement, parce qu'on manque de temps, une réaction ? Je dirais tout simplement que je suis d'accord, c'est-à-dire avec ce que Gratien a exposé, aussi bien que ce que Jean-François a exposé. Les torts sont des deux côtés, mais prioritairement, c'est à l'Afrique de pouvoir sécuriser, si vous voulez, sécuriser l'exploitation de ces matières premières. Ce ne sont pas les autres qui viendront le faire à notre place. Quand nos dirigeants eux-mêmes commencent par signer des contrats qui sont des contrats léonins, à partir de là, l'exploitation de l'Afrique se fait comme si on était, je dirais, une exploitation au ciel ouvert, tout simplement, parce que vous n'avez pas des garde-fous suffisamment forts pour pouvoir contraindre que ce soit au niveau interne, que ce soit au niveau externe, les pilleurs, de mon point de vue, de pouvoir exercer leurs activités de manière sereine. Et vous parlez de matières premières. Messieurs, peut-être rappeler ce chiffre avant de clore le débat, puisque environ 56% des transferts illicites proviennent du secteur extractif, contre 3 à 4% dans les autres secteurs. C'est tout à fait logique, dans la mesure où les matières premières, ce ne sont pas les gouvernements africains qui maîtrisent l'exploitation. C'est-à-dire, on signe des licences, on oublie le contrôle dont parlait Gratien là tout à l'heure, donc à partir de là, vous laissez. Et dans les calculs, il faudrait ajouter le manque à gagner pour l'État qui naît du fait que les contreparties ne sont pas tenues. Je paye moins d'impôts, mais je dois construire les routes, ou je dois entretenir des bâtiments, ce qui n'est pas souvent fait. Hélas. Et on va parler sécurité, puisque le 26 juin 1945, suite à la Seconde Guerre mondiale, la Charte des Nations Unies est signée. Elle entre en vigueur le 24 octobre 1945. L'ONU fête donc son 70e anniversaire cette année. Et ce jour, plus précisément, l'occasion de dresser un bilan de ses actions en Afrique en matière de paix, de sécurité, de développement et de droits humains. C'est un sujet complet d'Arwa Barkala. L'Organisation des Nations Unies fête ses 70 ans. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Nations Unies ont pour objectif de maintenir la paix dans le monde. Une ambition qui a connu des succès comme des échecs, éprouvant aujourd'hui un bilan en demi-teinte. Sur la prévention des conflits, je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire. Il faut bien rappeler que la première intervention de l'ONU en Afrique était lors de la crise du Congo en 1960, donc juste après l'indépendance de ce pays, et que 55 ans plus tard, l'ONU est toujours présent au Congo, notamment dans l'est de la RDC, où on a une situation qui est extrêmement conflictuelle. Après, il y a un deuxième aspect où l'ONU est présente, c'est tout ce qui concerne le développement. Donc là, il y a peut-être davantage de choses qui sont mises en place concernant notamment l'éducation des femmes, des programmes entre guillemets sociaux. Là, il y a des choses qui se font, mais malheureusement, c'est encore une fois insuffisant par rapport aux défis que représente le continent africain au début de ce XXIe siècle. L'Organisation des Nations Unies compte à ce jour 193 membres et 120 000 soldats de la paix. D'après certains observateurs, c'est justement le nombre de pays membres qui complexifie la prise de décision et de réactivité de l'institution onusienne. La capacité des États de l'Afrique à s'approprier aussi les mécanismes de sécurité. Parce que même si l'ONU exprime une volonté et même si elle peut apporter des moyens importants en termes de déploiement des casques bleus, mais aussi en termes de financement des opérations, il faut que les dispositifs sur place soient capables de pouvoir s'approprier ces mécanismes et cette vision de la paix. Ce vendredi 23 octobre, les chefs d'État de l'ONU se sont retrouvés à New York, États-Unis, pour un sommet où les 17 objectifs de développement durable, ou ODD, sur la période 2015-2030 seront adoptés.
Grâce à un bilan en demi-teinte, c'est ce qui ressort de ce sujet quant aux réalisations de l'ONU en termes d'opérations de maintien de la paix. Le problème de maintien de la paix de l'ONU, c'est que c'est vraiment ce qu'on appelle le maintien de la paix en jargon de sécurité, en jargon militaire. On maintient la paix, mais on ne rétablit pas la paix en soi. Parce qu'on voit bien, là où les troupes de l'ONU arrivent, elles repartent presque jamais. C'est vrai. Donc cela veut dire qu'on maintient, c'est ce qu'on appelle dans le maintien de l'ordre, maintien et rétablissement de l'ordre public, mais là on dit bien on maintient la paix. C'est-à-dire qu'on est présent, ils sont présents à l'est du Congo, RD Congo, ils sont toujours là, pas beaucoup d'avancées, ils sont présents en République centrafricaine, il y a toujours de la violence, donc on se demande finalement, au Soudan aussi, dans le Darfour, mais on se demande finalement, il faut qu'on ait des troupes, je dirais des troupes combattantes des Nations Unies, non pas des troupes de stationnement, des troupes de présence. Parce que sinon, on est là et la violence se passe et on se demande finalement qu'est fait l'ONU dans ces pays. Il faudrait redéfinir en fait leur action. Redéfinir leur action et puis... Plus offensive aussi, ah oui, bien sûr. Il y a un certain moment, il faut que les missions soient plus offensives. On a vu par exemple en RD Congo, pour que l'ONU arrive à déloger les troupes de M23, il a failli faire venir les Tanzaniens, les Sud-Africains, les Malawites, qui sont hors MONUSCO, pour déloger 1500 rebelles. Jean-François, et vous, quel état des lieux, quel bilan dressez-vous de ces opérations de maintien de la paix sur le continent africain ? Le bilan a été fait. Vous avez dit qu'il était en demi-teinte, parce que vous êtes fondamentalement gentil, Amira. Il est beaucoup plus sombre que cela, mais 70 ans, là, c'est l'âge de la réforme. Il faut réformer cette institution. Simplement, la réforme, ça va prendre du temps. Donc il faut trouver des moyens de réagir immédiatement. Ça va prendre du temps, et notamment la réforme en matière de sécurité va prendre du temps parce qu'il faut financer cela. Le passage des forces des Nations Unies telles qu'elles existent aujourd'hui, dans des circonstances où les Nations Unies ne constituent pas une organisation intégrée, ils n'ont pas une armée. Les Nations Unies font appel aux États qui donnent des troupes et qui financent ces troupes. Et c'est d'ailleurs une des difficultés en Afrique. Nous parlons de la prise en charge par les Africains de leur propre sécurité. C'est un objectif légitime et il faudrait qu'on y arrive. Mais pour y arriver, il faut qu'on dégage les moyens pour pouvoir financer et pour pouvoir constituer des forces d'intervention rapides qui ne dépendent pas d'un État en particulier, parce que là où le bas blesse, c'est précisément que les États qui envoient définissent ou redéfinissent, après que le Conseil de sécurité soit passé, la mission de leurs propres troupes sur le terrain. Et c'est le terrain qui commande dans ces cas-là. Ce n'est pas le Conseil de sécurité qui se trouve à New York. Donc il faut réformer, il faut que l'Afrique se prenne en charge, mais tout ça, là où le bas blesse, c'est la question financière. Et là aussi, je reviens, comme disait tout à l'heure Jean-Marie, à la question politique, de la volonté politique. Jean-Marie, on a parlé des actions, peut-être parler du poids et du rôle des Nations Unies. On se rappelle de l'invasion américaine en Irak de 2003 et du rôle pathétique, j'ai envie de dire, des Nations Unies. On se pose des questions. C'est toute une problématique, c'est-à-dire ce sont les déséquilibres mondiaux qui se jouent généralement. Quand vous regardez le fonctionnement des Nations Unies, vous apercevez d'une chose, c'est que ce sont les États les plus forts, c'est-à-dire qui prennent des décisions, c'est-à-dire qui ont beaucoup plus de conséquences. Là où je ne serais pas d'accord avec Jean-François, c'est quand Jean-François nous dit que, à ce niveau-là, il n'y a que... Comment dirais-je, les Nations Unies? Il n'y a pas que les Nations Unies. De mon point de vue, il faut redéfinir, si vous voulez, le cadre de fonctionnement dont on parlait tout à l'heure, et maintenant donner aussi une mission beaucoup plus claire. 70 ans après, on s'aperçoit de quoi? Comme le disait si bien Gratien, c'est le maintien de la paix. Donc quand vous arrivez quelque part, il faut une redéfinition intégrale des missions qui sont confiées à l'ONU pour qu'on puisse avoir cette paix-là de manière durable dans le monde. Il est tout à fait inconcevable que vous ayez aujourd'hui, comment dirais-je, des pays qui peuvent intervenir comme ces pays-là veulent dans d'autres pays, et à partir de là, on déséquilibre le monde, parce que quand ce déséquilibre-là commence dans un coin, il va se propager partout. Aujourd'hui, on a la mondialisation qui est arrivée. Avec la mondialisation, on ne peut pas faire grand-chose si on ne met pas en place les moyens nécessaires. Un débat très intéressant, messieurs, mais je suis obligée de le clôturer puisque c'est la fin. Merci Jean-Marie d'avoir été avec nous. Merci Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs et je vous souhaite un bon week-end. À vous aussi Jean-Marie. Merci Jean-François. Bonsoir Amira, c'est pas grave, nous allons poursuivre la discussion dehors de façon vive. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous Gratien. Bonsoir Amira, bonsoir à tous.
l'aurez compris, c'est la fin d'Africa Newsroom. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de cette émission de débat et d'analyse qui décrypte pour vous les faits d'actualité du continent africain. À très vite.